Bonjour tout le monde. Je pense on pourra dans un moment à l'autre commencer notre live. Euh, et que comme je vous l'avais dit la fois passée, aujourd'hui on va parler un peu comme on a eu à le faire la fois passée. C'est juste la deuxième partie, une continuité. On va essayer aujourd'hui de parler en quelque sorte de ce qu'on appelle les produits de la finance islamique. Donc je pense que la fois passée, on a eu à revenir à faire une introduction détaillée de manière sommaire. C'est ce que c'est la finance islamique, qu'est-ce qui caractérise véritablement la finance islamique, quels sont réellement les principes de la finance islamique. Et de ces principes-là, on avait considéré que ces principes étaient au nombre de 5 essentiellement, et que de ces certains principes-là, on les considérait comme étant des principes positifs, parce qu'il y avait un certain nombre d'obligations à respecter, mais aussi de ces principes-là, on avait considéré tout simplement certains principes qu'on avait considérés comme étant des principes négatifs, avec interdiction de l'intérêt, avec introduction tout simplement d'un actif qui était considéré comme étant illicite, et qu'on avait dit aussi que toutes les activités et que tous les produits que pouvait proposer la finance islamique, ces produits-là se devaient d'être en conformité, ce produit-là se devait de respecter ce qu'on appelle la charia ou la législation islamique. Donc nous, on va continuer aujourd'hui parce qu'à partir du moment qu'on interdit des choses, il serait important aussi d'en proposer d'autres. Et aujourd'hui, c'est certainement l'objet de notre live là qui va porter en quelque sorte sur les produits et les services réellement qu'offre réellement la finance islamique. Donc on ne pourra jamais commencer peut-être sans remercier d'abord l'Aïbamba, l'initiateur de ces lives-là. Maintenant aussi tous ceux-là qui ont participé, qui m'ont devancé, qui ont eu à exposer et que leur exposé a été tout simplement de haute facture et on a eu l'occasion de bien en profiter. Maintenant, comme je le disais tantôt, c'est quoi la finance islamique? Je pense la fois passée j'en avais dit, parler, tout simplement, c'est toute activité économique en tant que telle dans le cadre des finances et que ces activités-là puissent être en conformité avec ce qu'on appelle la charia. De manière très simple, c'est ça. Toute activité économique, mais que ces activités-là puissent être en conformité avec la charia, c'est-à-dire la législation. Et que je pense de la charia, là, j'en avais déjà parlé un peu, que ce soit des sources primaires ou des sources secondaires. Et de ces sources primaires-là, on avait parlé en quelque sorte du Coran, on avait parlé de la tradition proche, ce qu'on appelle la Sunna. Maintenant, de ces sources-là, on avait eu à parler aussi de ce qu'on appelle des traditions. Tout cela constitué tout simplement ce qu'on appelle comme étant des sources secondaires. Bon, maintenant, aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser là. On a eu l'occasion. Ceux-là, peut-être, qui sont intéressés peuvent encore revenir et revisiter les vidéos qu'on a eu à faire la fois passée. Bon, maintenant, ceci étant, on va continuer sur des produits ou services de la finance islamique. Et je dirais tout simplement, de la même manière que les institutions financières, que ce soit conventionnelles ou autres, proposent des produits et services, les institutions, ce qu'on appelle les IFI propose aussi des services et des produits, mais que ces services et des produits, ce qui les caractérise, c'est juste que ces produits et ces services doivent être en conformité avec la législation islamique. Et vous allez vous en rendre compte, nous on va en parler certaines. Et le plus souvent, comme je l'avais dit aussi, il y a un principe qui s'entend et qui va revenir beaucoup. C'est d'abord le principe d'introduction d'intérêt, mais aussi un autre principe, ce qu'on appelle le principe des 3 P, c'est-à-dire partage des profits et des pertes. Ça va revenir parce que tout simplement, la finance, elle se veut tout simplement d'une finance active, c'est-à-dire où aussi bien l'institution, mais aussi bien aussi tout simplement, aussi bien le client partage des choses, partage aussi bien les risques, mais aussi partage lorsqu'on a un certain nombre de profits. Bon, maintenant, de ces modèles-là, nous, on va essentiellement, si vous regardez le développement ou bien si vous regardez tout simplement l'ensemble des produits qu'offre la finance islamique, vous allez voir que les modèles de financement peuvent être regroupés sous trois volets. Le premier volet, c'est ce qu'on appelle les modèles de type participatif. Les modèles de type participatif, comme son nom l'indique, où aussi bien tout simplement le client et la banque ou l'institution financière de manière générale participent à l'activité,
et que aussi bien la banque et aussi bien l'institution ou l'établissement de crédit est rémunéré sur la base, non seulement tout simplement sur la base du résultat de l'activité, mais pas sur la base de l'argent qui est donné aux clients. Ça, c'est le premier. Donc, on va parler tout simplement de la murabaha. Dis-moi, on va parler de la mudaraba. On va y revenir sur ce que cela veut dire, tout simplement. C'est des termes arabes et les gens continuent. Bon, les finances, d'habitude, c'est comme ça. Mais aussi, on va parler tout simplement de la musharaka. C'est quoi la musharaka? On va y revenir. C'est ça ce qu'on appelle les modèles de type participatif. Mais aussi, on va voir aussi des modèles, ce qu'on appelle les modèles de type non participatif, où soit l'institution joue juste le rôle d'intermédiaire, et on va le voir dans le cas de la murabaha, on va y revenir ce que c'est la murabaha. Dans le cas du contrat de salam, on va y revenir. Mais dans le cas du contrat de ijara, on va y venir tout simplement, qui sera considéré plus ou moins comme étant ce qu'on appelle le crédit bail de manière très simple. On peut le comprendre ainsi. Mais aussi, on va voir le cas de l'istisna, qui est plus ou moins un bien qui sera fabriqué et qui sera vendu. On va y revenir de manière en détail sur ces exemples-là. Mais aussi, dans le cas tout simplement de ce qu'on appelle des modèles qu'ils proposent ou bien qu'elles proposent ces institutions financières islamiques, il y a ce qu'on appelle les opérations sans contrepartie. Et de ces opérations sans contrepartie, c'est tout simplement des prêts en numéraire et qu'on va considérer comme étant les khardou Hassan. Comme étant des khardou Hassan, où on va encore revenir sur ces détails-là pour encore expliquer. Donc, le premier modèle que nous allons voir et qu'on va considérer comme étant les modèles participatifs, on va voir ce qu'on appelle la mudaraba. La mudaraba, en quelque sorte, si je peux expliquer, je vais expliquer de manière très simple et je vais profiter davantage pour donner des exemples parce que nous, on a eu peut-être depuis 2006 ou 2008 à être dans un secteur où un certain nombre d'activités ont été initiées dans le cadre de la mise en place d'une institution financière à caractère mutualiste ou autre et qui testait ces produits-là. On a eu peut-être à participer à l'élaboration, au développement d'un certain nombre de produits. Donc, ce qui signifie quoi? Ce live-là, peut-être, j'aurai davantage, je donnerai davantage d'exemples de cas pratiques qu'on a eu à expérimenter, qui ont eu à donner des résultats que sur réellement ces théories-là. Bon, maintenant, le premier élément, comme je l'avais dit tantôt, c'est ce qu'on appelle la mudaraba. C'est quoi la mudaraba? En fait, la mudaraba, de manière très simple, dans le cadre des institutions financières, consiste tout simplement à l'association de ce qu'on appelle à l'association de capital et de travail. Donc, ça signifie quoi? Qu'un client qui a un projet, ou bien un client qui a un projet, mais qui n'a pas de capital en tant que tel, pas du tout, se présente auprès d'une institution financière. Et à partir du moment qu'il se présente auprès de cette institution financière, lui propose tout simplement de s'associer avec l'institution financière qui sera considérée tout simplement ce qu'on appelle le Rabbul Mal, c'est-à-dire l'apporteur de capital, le bailleur, de manière très simple, et le client en tant que tel, qui est apporteur du projet qu'on va considérer comme étant le Mudarib, vont associer. Et lorsqu'ils vont associer tout simplement son expérience et autres, avec tout simplement le capital ou l'argent apporté par la banque, ils vont se fixer tout simplement un certain taux de répartition si toutefois l'activité aboutit et si toutefois l'activité tout simplement a un bénéfice. Donc ça signifie quoi? La banque ne va pas donner l'argent tout simplement parce que, rappelez-vous, lorsqu'on l'expliquait au niveau des principes, une banque automatiquement ou bien une institution financière ne peut aucunement donner tout simplement de l'argent dans le cadre comme ça, en numéraire, dans le cadre d'un financement à un client et au retour, ce client qu'il soit rémunéré sur l'argent qu'il a donné parce que ça c'est considéré comme étant de l'intérêt et l'intérêt sous toutes ses formes étant considéré comme étant haram. Donc, pour que la banque puisse être rémunérée, comment ça se passe? La banque, dans le cadre d'une activité quelconque, que la banque jugera rentable, bien sûr, la question de la rentabilité aussi est extrêmement importante dans le cadre des institutions financières parce que c'est une mission économique. Il n'est plus que la mission n'est pas dans son absolu social, mais il y a une mission, ce qu'on appelle économique, c'est-à-dire la banque se veut d'être rentable. Donc ça signifie quoi? Il n'y aura pas n'importe quel projet qui seront financés en tant que tel. Donc l'individu apporte son projet, mais l'individu n'a pas d'argent,
il propose à la banque ou à l'institution financière un projet viable, rentable. La banque, après avoir étudié le projet, s'engage à apporter le capital nécessaire au financement de ce projet. Et à partir de ce moment, la banque, aussi bien la banque et l'institution financière, vont tout simplement ensemble déterminer une clé de répartition si toutefois l'activité aboutit et si toutefois l'activité réalise un certain nombre de bénéfices. Autrement dit, je vais donner un exemple de manière très simple, comme ça ce sera plus simple. Un étudiant qui veut s'inscrire tout simplement, qui veut investir dans l'agriculture, ou bien même, je donne juste encore un exemple, sera un agriculteur ou bien un aviculteur qui tout simplement à un certain moment n'a plus de capital pour tout simplement faire quoi? Par rapport à une opération, tout simplement par rapport à un événement futur qui va venir, que ce soit à la côté, que ce soit à la fin d'année ou autre, veut tout simplement produire un certain nombre de poulets, mais qui n'a pas d'argent, mais qui a l'expérience en tant que tel. L'expérience est valorisée, mais qui a l'expérience tout simplement et qui s'y connaît en tant que tel. À partir du moment, la banque, il présente son projet, la banque lui dit, toi tu y connais, au regard de ce que tu m'as présenté, c'est un projet qui est rentable, je ne peux pas te donner l'argent et que tu t'en vas avec l'argent pour financer, pour tout simplement faire ton projet. Maintenant, qu'est-ce qui va justifier? Et je ne peux pas te donner l'argent gratuitement, parce que les banques ne donnent pas l'argent gratuitement, que peut-être que dans le cadre Hassan, que je vais te donner, je vais faire quoi? Je vais tout simplement avec vous dans ce projet-là, mais on va définir ensemble une clé de répartition. J'apporte tout ce qui est nécessaire. Je vais payer toutes les factures. Mais en payant toutes les factures, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déléguer des individus, ce qu'on va, dans les institutions financières, ce qu'on appelle des chargés d'affaires, qui seront appelés à rendre compte, qui seront appelés à visiter, qui seront appelés à voir l'exécution jusqu'à l'aboutissement du projet. Et lorsque le projet va aboutir, lorsqu'on va vendre, on va maintenant regarder sur la base du bénéfice, on va tout simplement sur la base d'une clé de répartition qu'on avait définie à l'avance, on va tout simplement se partager le profit. Ça, c'est un élément qu'on va se partager le profit. Ça, c'est un élément. Ce qui signifie quoi? La banque ne sera pas rémunérée sur l'argent qu'il a donné, mais il sera rémunéré tout simplement sur la base réellement du résultat de l'activité en tant que telle. C'est pour cela la banque ne peut pas se permettre de financer n'importe comment. Lorsque la banque finance une telle activité, la banque va tout simplement mettre de son côté toutes les chances pour que ce projet soit un projet rentable, soit un projet viable. Il y a tous ces éléments-là que la banque se doit s'assurer cela avant tout simplement l'exécution de l'activité. Maintenant, il y aura pas, la banque n'aura aucunement la possibilité tout simplement de donner totalement l'argent à l'individu, parce que si toutefois l'argent est donné à l'individu peut passer tout simplement faire ce qu'on appelle des détournements d'objectifs. Or, dans ce cas, la banque ne participe pas totalement. La banque tout simplement va envoyer tout simplement ce que j'avais dit tantôt, des chargés d'affaires, et qui vont se permettre, qui vont tout simplement aller dans le sens de représenter la banque dans toutes les opérations qu'on aura à effectuer. Et c'est cela qui justifie que la banque puisse être rémunérée. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Maintenant, quand on parle de résultats, quand on parle tout simplement, quand on parle d'activité et on parle de résultats positifs, il peut arriver que le résultat soit négatif aussi. Que le résultat soit négatif. Dans le cas où le résultat est négatif, c'est-à-dire dans le cas où on aurait une perte en tant que telle, je rappelle qu'une perte, tout simplement, peut être une perte naturelle ou une perte non naturelle. Je parle d'une perte naturelle, je donne juste un exemple. Lorsqu'on est dans le cas tout simplement de la volaille et autres, de l'aviculture, et qu'une épidémie sévit, à partir du moment qu'une épidémie sévit, ça c'est bon, on n'y peut rien, c'est de manière naturelle, et que malgré tous les efforts effectués par tout simplement aussi bien la banque, mais aussi bien tout simplement le porteur de projet, qu'il y ait des pertes, à partir du moment qu'il y ait des pertes, à partir de ce moment, la banque va perdre réellement son apport en capital. Mais par contre, de la même manière que la banque va perdre son apport en capital, bien sûr, l'individu va perdre ce qu'on appelle son apport en travail, parce que tout ce temps, le temps évolue, tout le temps qu'il a perdu, tout l'effort qu'il a consacré, ainsi de suite. Ça, c'est le cas où il y a le cas d'une perte naturelle.
Mais par contre, lorsque la perte n'est plus naturelle, mais lorsque la perte est due à la négligence tout simplement, aussi bien de la banque ou bien à la négligence de l'individu en tant que tel, l'individu sera appelé à rembourser la banque tout simplement du montant que la banque a eu à engager. Je donne juste un exemple. L'individu, je donne juste un exemple, quelqu'un dans le cas toujours tout simplement de l'agriculture, où cet individu-là devait tout simplement donner à manger aux poussins ou autres pour une certaine période, ainsi de suite, ainsi. De par sa négligence, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires jusqu'à ce qu'il est mort. Ça, c'est dû, ce n'est plus tout simplement une perte naturelle, mais c'est une perte tout simplement due à la négligence. Dans cette situation-là, la perte qui sera évaluée en numéraire, l'individu est tenu de le rembourser à la banque. Donc, la banque aussi bien va prendre des risques. C'est ce qui signifie que si la perte est naturelle, la banque se doit tout simplement de supporter les pertes. Mais lorsque la perte n'est pas naturelle, c'est dû à une négligence tout simplement de l'individu. L'individu est appelé tout simplement à rembourser la banque. Ça, c'est le cas de ce qu'on appelle de la mudaraba. Et maintenant, pourquoi cette mudaraba-là est importante? Parce que ici, ce modèle-là va permettre à beaucoup d'individus qui ont peut-être des projets qui sont viables. Je donne l'exemple, par exemple, j'ai beaucoup apprécié, dans le cadre de beaucoup d'initiatives, dans le cadre de la COVID-19, où beaucoup d'étudiants, ou beaucoup même dans différents, ont eu à inventer beaucoup de choses. Mais ces gens-là, ils ont inventé beaucoup de choses. Des pompes, des lavoirs, beaucoup de choses que j'ai beaucoup appréciées. Si on était dans le cas, ces jeunes-là, on pouvait les accompagner. Ces startups-là, on pouvait les accompagner. Et la banque pouvait financer une quantité importante. Parce que la demande est là. La demande est là. Et que même le prix peut être diminué. Et que ce serait l'occasion que ces jeunes-là continuent cette expérience-là, à mettre même en place une entreprise. Parce que réellement, ils ont eu l'ingéniosité de faire de tels produits, l'ingéniosité de faire un certain nombre de matériels et autres, mais peut-être ils n'ont pas assez de capital pour pouvoir produire en quantité. Ça, c'est un modèle qu'on pouvait utiliser si c'était dans le cadre de la finance islamique pour permettre à ces jeunes-là de pouvoir développer ces types d'activités-là, de continuer, ainsi de suite. J'ai vu beaucoup de créations et que malheureusement, c'est des jeunes quand même qui ne pouvaient pas être tout simplement, qui ne pouvaient pas connaître leur projet à grande échelle parce que n'ayant pas assez de moyens pour les permettre. Et dans le cadre de la mudaraba, si c'était dans le cadre d'un système financier totalement islamique, la mudaraba pouvait régler beaucoup de choses. Mais l'autre élément, mais combien de jeunes sont là qui sont issus tout simplement de la zone rurale et que ces jeunes-là, peut-être ils ont l'expérience. Combien d'ingénieurs agronomes sont là, mais qui sont issus tout simplement. Mais malheureusement, ces jeunes-là, lorsqu'ils vont auprès de ces banques, les banques, la première chose que ces banques conventionnelles vont leur demander, c'est que, est-ce que vous avez assez de garanties? Et un jeune, fraîchement sorti, même s'il a assez d'expérience, je parle d'expérience parce que peut-être dans le cadre tout simplement de leur formation, ils ont eu à tester beaucoup de choses, ils ont fait à faire beaucoup de cas pratiques. Ils ont des projets que, si toutefois on les accompagnait, ces projets pouvaient être viables et pouvaient servir. Mais malheureusement, ces jeunes-là ne pourront aucunement bénéficier tout simplement, des financements des établissements financiers ou tout simplement des financements des établissements de crédit parce qu'ils n'ont aucune garantie. Donc ça, c'est un élément extrêmement important. Donc ce qui signifie quoi? Réellement, le modèle de financement là, on pouvait l'exploiter et dans beaucoup de choses. Et ça pouvait régler beaucoup de problèmes. Je le disais lorsque j'étais, par exemple, au niveau du Sud, ou bien même au niveau de l'université de Ziguinchor, à l'INSEC, Assane Seck de Ziguinchor, je disais aux gens, vous voyez beaucoup de jeunes, par exemple, là-bas, ils ont des masters et autres en agroforestier, tout cela. Mais ces jeunes-là, par la suite, beaucoup de mes étudiants, après, par la suite, je les ai vus, ils sont revenus à Dakar. Ils ont dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ils disent non, on était obligé de changer de filière parce qu'on avait fini notre master et on n'a pas eu assez de moyens on avait des projets qu'on a développés dans le cadre de nos masters, malheureusement, des projets, mais on ne pouvait pas les continuer parce que les banques vous disent quels sont véritablement vos moyens, quelles sont véritablement vos garanties et malheureusement, ils n'avaient pas de garantie, ils étaient obligés de laisser. Et je taquinais les gens en leur disant,
un jeune qui est né avec l'argent de l'agriculture, qui a été élevé, dont ses frais d'inscription, dont ses frais pédagogiques ont été tout simplement faits sur la base tout simplement de l'agriculture, ces jeunes-là, on pouvait les accompagner. Et ça allait permettre tout simplement de désengorger totalement Dakar. Les gens n'auront plus besoin totalement de venir parce qu'ils vont rester chez eux en tant que tels. Et on pourra facilement développer beaucoup de secteurs, que ce soit l'agriculture surtout. Et là, on pouvait s'attendre facilement à avoir une autosuffisance alimentaire. Mais malheureusement, bon, je ne comprends pas maintenant des fois réellement certaines politiques étatiques qui ne permettent pas d'avancer. Ça, c'était un modèle de Mouraraba. Et je pouvais donner énormément d'exemples parce que j'ai eu à faire beaucoup d'exemples, beaucoup tout simplement dans le cadre tout simplement de ce projet-là qu'on avait depuis 2008 et qu'on a eu à développer de 2000 jusqu'à 2011 ou 2014 comme ça. Donc ça, c'était une possibilité. Et ça allait permettre ces questions d'emploi-là, de régler ça. On pouvait faire ce même projet-là au niveau même de la vallée, où il y a des hectares qui sont laissés comme ça en rade, où on puisse accompagner nos jeunes-là à développer en mettant à leur disposition beaucoup de matériel, parce que c'est ça qui est compliqué, beaucoup d'intrants. Et à la suite, que la banque réellement puisse réellement les accompagner et puisse tirer profit aussi, parce que je rappelle aussi la mission économique étant extrêmement importante dans le cadre des institutions financières. Ça, c'est un élément. Maintenant, le deuxième élément qu'on va voir, ça c'était association tout simplement. C'était association de travail capital où l'individu n'a pas de fonds de roulement, n'a pas de capital, s'associe à la banque qui est apporteur. L'individu étant considéré comme étant apporteur de projet, la banque ou l'institution financière étant considérée comme étant quoi? Apporteur tout simplement de fonds, ce qu'on appelle le raboul mal. Et ici, c'est le Moudarib en tant que tel, et on associe. Et lorsque le projet aboutit, il se partageait. Mais le partage est défini en T, c'est-à-dire en amont, où on va se dire, lorsque on va tout simplement aboutir le résultat, lorsque l'activité va aboutir, que la banque va prendre peut-être 50%, l'individu va prendre 50% du résultat, ainsi de suite. Ça, c'est une possibilité. Et dans le deuxième élément, toujours dans le cas des modèles de type participatif, on a ce qu'on appelle la moucharaka. La moucharaka, où il y a deux types de moucharaka, il y a ce qu'on appelle la moucharaka mutasabita, c'est-à-dire sabita dit moins, la moucharaka sabita et la moucharaka, ce qu'on appelle mutanakisa. C'est-à-dire la moucharaka sabita, ça signifie quoi? Que lorsque la banque s'associe ici, la banque s'associe avec un individu qui est apporteur de projet, mais que cet individu-là a une partie du financement. Contrairement à la Moudaraba, où l'individu n'apporte pas de fonds, c'est la banque qui apporte tout le fonds nécessaire. Dans le cas tout simplement de la Moucharaka, ici, les deux, donc deux types, ce qu'on appelle la Moucharaka sabita définitive ou bien la Moucharaka mutanakisa dégressive, tout simplement, ou dans le cas de la Moucharaka de tous ces deux types-là, toujours l'individu ne vient pas les mains vides, mais l'apporteur de projet apporte une partie du financement du projet. Je donne juste un exemple, comme ça on va aller plus vite et la compréhension sera plus simple. C'est lorsque un individu qui a un projet de 15 millions, ou bien de manière très simple, comme ça le calcul sera très facile, qui a un projet de 10 millions. J'ai un projet de 10 millions, mais j'ai que les 6 millions. Les 6 millions sont disponibles pour le projet. Maintenant, les 4 millions restants, je ne peux pas l'avoir. Mais si je me rendais dans le cadre tout simplement de la finance conventionnelle, si je me rends tout simplement dans une banque, il peut dire non, bien sûr, la banque pouvait vous dire non, bien sûr, je vais vous donner les 4 millions, mais moyennant voilà le taux d'intérêt, ainsi de suite. Mais ici, c'est comme des jeunes ventures en tant que tel. Ici, la banque va venir, bien sûr, toujours, je rappelle, après avoir étudié, va faire tout le nécessaire pour voir, pour regarder est-ce que réellement le projet est viable? Est-ce que le projet est rentable? Bien sûr, la question de la rentabilité n'est pas exclue en finance islamique. Et à partir de ce moment, la banque apporte. Et regardez, 10 millions, où la banque apporte 4 millions, où l'individu apporte 6 millions, si on fait de manière proportionnelle, la banque détient 40% tout simplement du capital. Et l'institution financière va détenir, dis-moi pas l'institution financière, l'individu qui a apporté 6 millions en tant que tel, va détenir, tout simplement, si on fait au prorata, va détenir tout simplement 60% du capital. Et à partir de ce moment, ces deux vont s'engager. Et lorsque l'activité va aboutir,
Je rappelle, je suis dans le cadre de la Musharaka de manière générale. Lorsque l'activité va aboutir, il y a certaines activités qui seront de manière continue. Il y a d'autres activités qui se font juste dans le temps, pour une durée déterminée. La banque, si la banque s'engage dans une activité à durée déterminée, par exemple, opération Tabaski. Après la Tabaski, c'est fini. C'est ça ce qu'on appelle une Musharaka Sabita. Parce que c'est juste de courte durée ou moyen terme, où la banque apporte, l'individu apporte, on fait l'activité. Lorsque l'opération, l'activité prendra fin, on se partage au prorata des apports. Au prorata des apports. Prorata des apports, si j'ai 60% de l'investissement total, lorsqu'on va se partager les bénéfices, j'aurai 60%. Lorsque, si j'ai 40%, lorsqu'on va se partager, j'aurai 40%, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est ça, habitat, parce que c'est juste pour un temps déterminé. Après, la banque, on va tout simplement se partager, chacun va de son côté. C'est comme ça, là, une banque est rémunérée dans le cadre tout simplement des institutions financières. Ça, c'est la Musharaka Sabita. Mais dans l'autre exemple, dans le cas de la Musharaka Mutanaki, ça signifie la Musharaka dégressive, où la banque vient s'associer tout simplement avec un client donné, dans un projet donné, mais dont la durée est indéterminée, mais que la banque, l'objectif de la banque est d'accompagner, ça c'est un élément extrêmement important. L'objectif de l'institution financière, c'est pas tout simplement d'être avec un client de manière éternelle, mais c'est d'être avec un client tout simplement quoi? C'est d'être avec un client jusqu'à ce que le client puisse voler de ses propres ailes. Parce que c'est ça le principe en tant que tel, islamique en tant que tel. Le principe, c'est que l'individu puisse être dans le bien-être. C'est pour cela, si vous regardez ce qu'on appelle Maqadir Sharia, c'est-à-dire les objectifs de la Sharia, vous allez voir réellement la question de la vie revient. La question tout simplement réellement de la préservation du bien à le mal. Ça revient encore parce qu'on veut que l'individu puisse vivre dans un bien-être absolu. Dans un bien-être absolu, sans contrainte. Contrairement, tout simplement, pas ce qu'on appelle une vie, ce qu'on appelle une vie que le Coran appellerait tout simplement Ma'ishatan Danka, pas du tout. Une vie pleine de gêne. Non, c'est le contraire même. Mais que l'individu doit être dans un bien-être. Mais parce que lorsque l'individu est dans un bien-être, lorsque l'individu n'est pas dans des situations critiques, c'est à part de ce moment seul que l'individu pourrait véritablement s'accomplir de tout simplement, s'acquitter de tout ce qui est dévotion, tout ce qui est culte et autres. Ça, c'est un élément extrêmement. C'est pour cela que la banque accompagne. Mais la banque ne demeure pas dans le projet. Je donne un exemple. Comment ça se passe pour que les gens puissent comprendre? Supposons, toujours, je vais donner toujours le cas de l'agriculture, c'est plus simple et c'est plus accessible pour certains, ou des jeunes qui, tout simplement, supposent qu'ils vont continuer davantage à faire l'activité durant toute l'année, ou bien de manière continue, c'est leur activité. La banque leur dit que c'est 10 millions, moi j'apporte 4 millions, j'ai 40%. On fait une première opération, Corité, on a un bénéfice, supposons, de 100 000. Regardez, on a un bénéfice de 100 000. La banque, si la banque prend 40% des 100 000, l'individu va prendre 60 000. Mais l'individu va lui dire non, ou bien l'apporteur va lui dire non, moi je vous laisse mes 60 000. Donc ça signifie quoi? Si l'individu lui laisse à la banque ses 60 000, c'est la banque qui a pris tous les 100 000. Donc ça signifie quoi? La banque qui au départ avait quoi? Avait 40% du capital n'aura plus 40%. Parce que quoi? Dans les 10 millions qu'on a, la banque avait 4 millions, mais les 4 millions, maintenant, il faut enlever 60 000. La banque aura combien maintenant? La banque aura de manière très simple, tout simplement, 3 millions 940. Ce qui signifie quoi? La banque n'a plus 40% du capital. Mais la banque aura que 39%, ainsi de suite, ainsi de suite. Et de manière progressive, la banque va sortir chaque fois qu'il y a opération, chaque fois il y a un résultat. On le suppose, bon, je vais prendre que les cas des résultats positifs. Voilà, la banque va sortir doucement, doucement, jusqu'à ce que la banque puisse retirer tout son argent,
mais aussi avec les bénéfices qu'il a eu à avoir en tant que tel. Et c'est ça réellement, comme ça, et que toute l'activité va revenir à l'entrepreneur. Ça, c'est un élément extrêmement important. Donc, nous saluons la présence de M. Mamoudou Ba, donc M. Youssouf Sané aussi, M. Dia, merci encore pour les encouragements, Lalita Sall et à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre. Donc, ça, c'est un élément, c'est les deux types qui existent en termes de tout simplement de modèles de type participatif. On ne peut pas tout développer ici, mais ceux qui sont intéressés pourront toujours me contacter et on pourra toujours échanger. Parce qu'on a eu beaucoup d'exemples qu'on a eu à faire. Personnellement, j'ai eu à développer beaucoup de produits avec des gens et dans beaucoup de zones, que ce soit à Mbumba, je profite pour saluer mon ami Chérif, que ce soit à Galoya, que ce soit peut-être à Djululu, que ce soit à Ziguinchor, que ce soit dans beaucoup de zones. On a eu, que ce soit à Kosanar, avec mon ami Moussadem, tout cela, que ce soit à Diop, que ce soit tout simplement à Tamba et autres, on a eu, notamment que ce soit à Mbour, je profite pour saluer mon ami Ibrahim Diop et autres, et tous ceux qui ont un Mbour, que ce soit mon ami Mohamed Baro, mon grand frère, et ainsi de suite, on a eu à développer tout un ensemble de produits par rapport à cela. Donc ça, c'était le premier modèle. On va y aller vite. Et le deuxième type de modèle, c'est ce qu'on appelle les modèles non participatifs. Les modèles non participatifs, dans le cas de ces modèles non participatifs, la banque ne joue que le rôle d'intermédiaire. Le premier type, c'est la murabaha. La murabaha, de manière très simple, c'est achat et vente. C'est des opérations de vente. Et ce modèle, dans nos institutions financières islamiques, de manière générale, quasiment, c'est ce type d'opération qui est utilisé tout simplement à plus de 60%. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre le principe. Vous savez, lorsque on fait un prêt ou un crédit, l'objectif, ce n'est pas de garder l'argent. L'argent ne se mange pas. Mais l'objectif en tant que tel, c'est quoi? Excusez-moi. L'objectif en tant que tel, l'objectif, c'est de satisfaire un besoin. Donc, la banque va te dire, non, tu as un besoin à satisfaire. Nous, on va aller directement satisfaire ton besoin. J'ai un besoin, tout simplement, je veux une voiture. C'est mon besoin en tant que tel. J'exprime cela. Au lieu qu'on te donne l'argent et que tu ailles acheter, tout simplement, cette voiture-là, la banque va se substituer et va entrer en contact avec tout simplement quoi? Avec ses fournisseurs. Vous lui donnez ce qu'on a, vous êtes ordonneur en tant que tel, vous êtes commandité, vous faites une, vous êtes, excusez-moi, vous êtes ordonneur, vous lui ordonnez de vous acheter une voiture selon un certain nombre de caractéristiques. Supposons cela. Vous lui donnez l'ordre de vous acheter une voiture. On ne va pas vous donner de l'argent, mais de vous donner une voiture selon un certain nombre de caractéristiques. Et à partir de ce moment, la banque va se charger avec ses fournisseurs de vous apporter la voiture selon les caractéristiques. Dans un premier temps, contrat d'engagement. Dans un deuxième temps, lorsque la banque va acheter la voiture avec toutes les caractéristiques, la banque va vous revendre. Va vous revendre quoi? Va vous revendre tout simplement la voiture avec une marge. C'est pour cela, si vous regardez le verset, lorsqu'on parle de la notion de riba, ils considéraient tout simplement quoi? Parce que c'était les juifs qui disaient aux musulmans, non, ce que vous faites là, acheter et revendre, c'est la même chose. Vous gagnez, si j'achète une voiture à 10 millions, je le revends à 11 millions. Mais c'est la même chose. C'est la même chose que si je vous fais tout simplement un crédit de 10 millions et que je fais tout pour que le taux d'intérêt puisse correspondre à un bénéfice pour que je puisse avoir 11 millions par la suite. C'est la même chose. Mais Dieu les a répondu, elle a dit non. C'est Dieu qui a rendu licite la marge bénéficiaire, mais qui a rendu illicite le fait d'appliquer, c'est-à-dire de ne prendre aucun risque. Et c'est quoi la contrepartie? Rien, il n'y a pas de contrepartie. Donc, et que je puisse gagner sur quelque chose, c'est-à-dire qui ne remplit pas un certain nombre de fonctions. En tant que tel, je pense que j'ai eu à parler un peu des fonctions de la monnaie, mais que la monnaie ne peut nullement être tout simplement, par le fait du temps, tout simplement un actif qui peut produire. La monnaie, comme disait tout simplement Aristote, étant tout simplement un actif, ou bien étant tout simplement quelque chose qui est stérile par sa nature.
est stérile. Il faut qu'elle soit totalement, tout simplement transformée à une activité tangible, et à une activité réelle, et à part de cette activité qu'on puisse rémunérer. Ça, c'est un élément extrêmement important. On achète et on te revend avec une marge. Discuter. Maintenant, ici, pourquoi la banque se doit d'être rémunérée? Parce que c'est comme achat et revente, c'est une opération commerciale. Comme j'achète mon portable, je le revends à M. Bo, je le revends à M. Sall, à Dja, oui, j'ai acheté et j'ai revendu, il n'y a aucun problème. C'est une opération commerciale. Mais ici, la banque a pris la peine de prendre un certain nombre de risques. Le nombre de risques, bien sûr, parce que jusqu'à ce que la banque va contacter ses fournisseurs, ça c'est des démarches que la banque a eu à faire, ou l'institution a démarché et est allée acheter, mais jusqu'à ce que le matériel ne soit pas totalement rendu au client, toute la responsabilité de la banque est engagée. Ça signifie quoi? Une banque, et ça c'est un risque énorme, une banque qui achète une voiture en quittant Sandaga, je donne un exemple, pour livrer ça à Thiès, arriver et qu'il y ait un choc, c'est la banque qui va prendre tout simplement, qui va supporter tous les coûts. Parce que le matériel n'est pas arrivé à destination en tant que tel. Il faut que le matériel soit arrivé à destination totalement et que ça soit conforme à ce que le client avait dit. Et à partir de ce moment, c'est à partir de ce moment tout simplement qu'on pourra considérer que l'opération est réelle. Et l'autre élément, toutes les informations. Ici, il n'y a pas de cette question de harar ou de maïs. Toutes les informations liées à l'achat doivent être claires. Il n'y a pas de cache-cache, il n'y a pas de caractère ambigu. Il n'y a pas, comme font par exemple nos vendeurs, vous achetez à 10 000, tu dis au gars, non, moi, je sais que vous criez haut et fort avec tout simplement, vous jurez par-ci, par-là pour dire non, moi je l'ai acheté à 15 000. Or, tu l'as acheté à 10 000. Ça, c'est haram. Même dans les normes de l'AOFI, qui ont traduit, c'est-à-dire l'AOFI, qui est cette organisation internationale-là, qui est pour l'organisation et l'audit des gestions financières basée à Bahreïn, créée depuis 1991, qui a sorti un certain nombre, plus de 80 normes, mais dont les 40 sont traduits. L'AOFI dit réellement qu'on doit dire de manière très claire, même si dans la norme 8, où on a expliqué la Mourabaha, que même s'il y a remise, la banque est partenaire, Moucheba veut acheter, veut acheter une voiture à 20 millions. La banque lui dit, la voiture là, de toute façon, la dernière fois qu'on a acheté ça à 20 millions, la banque peut-être est allée CFAO lui dit que, EMG lui dit que non, je vous fais une remise de 5% sur les 20 millions. La banque doit informer son client. Parce qu'on ne doit revendre au client réellement au prix réel majoré. Toutes les informations, il n'y a pas d'ambiguïté, ça doit être clair. Parce que quoi? C'est à partir de ce moment tout simplement qu'on pourra appliquer la marge bénéficiaire et de commun accord, le client va payer. Maintenant, je suis en train de travailler même sur un article sur ça, sur la différence réelle. Les gens vont dire, mais ça c'est la même chose. Prendre 10 millions et appliquer un taux jusqu'à avoir 1 million lorsqu'on rembourse, c'est la même chose que d'acheter à 10 millions et de vendre. Mais regardez, comme on dit, je ne dis pas Dieu fait bien les bonnes choses. Lorsque la COVID-19 est arrivée, la COVID-19 a encore montré qu'il y a une différence réelle entre l'intérêt qu'on applique et ce qu'on appelle la marge bénéficiaire. Je donne juste un exemple. Vous savez, lorsque la COVID est survenue, il a fallu que même les chefs d'État, de manière générale, sur le plan international, même dans nos pays-là, que le chef de l'État puisse intervenir pour demander au ministre des Finances et autres d'intervenir auprès de la Banque centrale pour qu'on puisse faire un report d'échéance pour les ménages et autres, et les entreprises, les agents économiques de manière générale. Mais ça, dans le cas tout simplement de ces institutions de financement conventionnel, ça a un coût. Si vous devez payer au mois de décembre, on te fait un report jusqu'au mois de janvier, ça a un coût. Tu vas supporter davantage des coûts. C'est des coûts et le client est appelé à supporter cela. Or, dans le cas des finances islamiques, ce n'est pas possible.
Dans le cas des finances islamiques, c'est devenu naturel. On n'a même pas besoin. Il a fallu, en zone IMA, que la Banque centrale sorte un avis, pour dire que lorsque même vous faites un report des séances avec vos clients, il ne faut pas encore facturer. Sinon, si tel n'était pas le cas, les banques allaient encore facturer ça, allaient supporter des coûts supplémentaires à ces clients-là qui avaient demandé du crédit en tant que tel. Mais dans le cadre de la finance islamique, lorsque quelqu'un est dans un gêne, lorsque quelqu'un a des difficultés, bien sûr, de paiement, dans le cadre de la murabaha, on ne peut pas lui faire supporter des coûts supplémentaires. Ce n'est pas possible. Parce que sinon, ça devient haram. Le prix qui était considéré au départ, c'est ce même prix qui sera maintenu jusqu'à tout simplement paiement total de la dette, tout simplement jusqu'à paiement total du crédit. Donc, encore une fois, la résurgence en tant que telle sur cette fameuse différence existant entre réellement la murabaha et c'est-à-dire cette marge bénéficiaire-là que disait le Coran, et tout simplement le modèle là qu'on a, ce qu'on appelle le modèle conventionnel avec l'application du taux d'intérêt qui est considéré comme étant le prix, comme disait Eugen Bomborg, comme étant le prix de la location de l'argent, tout en oubliant que tout simplement que l'argent se même juste de manière conventionnelle qu'on a décidé de donner de la valeur à un papier, ainsi de suite. Ça, c'est un élément extrêmement important par rapport à la murabaha. Ça, c'est la murabaha. Mais certains vont me dire, certainement peut-être Ndiogo va me dire, mais nous qui devons voyager, comment ça va se faire en tant que tel? Nous qui devons tout simplement aller à Dubaï, nous qui devons aller à je ne sais où, mais ça, c'est parce que la murabaha peut aussi bien être appliquée au niveau local, mais au niveau international, ce qu'on appelle avec le crédit doc. Le crédit doc qui va consister tout simplement parce qu'on ne peut pas donner aux clients. Moi, je me rappelle lorsqu'on était dans le cadre de ces institutions, réellement, certains clients me disent, mais moi, je dois voyager, je dois aller au Maroc, comment je vais faire? Dans le cadre de cette situation, la banque va pour ce qu'on appelle un crédit documentaire, un crédoc. Un crédoc qui consiste tout simplement à une lettre d'engagement où la banque s'engage à payer toute la marchandise, tout ce que le client a acheté. Oui, tout ce que le client a acheté, donc, mais que la banque ne donnera pas l'argent au client en tant que tel. Donc, vous devez aller, je donne un exemple, vous devez aller au Maroc. La banque, c'est comme une lettre d'engagement. La banque, merci M. Mbakege, vos encouragements nous vont droit au cœur. Donc, la banque va faire quoi? Va faire tout simplement un crédit doc, une lettre d'engagement qu'il va remettre au client, qui va voyager, qui va amener partout. Et lorsque il va acheter les marchandises, réellement, le fournisseur du client va envoyer toutes les factures à la banque et c'est à partir de ce moment que la banque tout simplement va appliquer sa marge bénéficiaire. Donc c'est ça réellement pour vous dire que réellement la murabaha, on peut l'appliquer partout, dans tous les domaines tout simplement de la vie. Mais l'essentiel, le principe c'est quoi? Achat et revente avec une marge bénéficiaire, mais que dans l'achat et la revente, que toutes les choses doivent être clairement définies, comme le disait le prophète al-Muslimuna ala shurudihim. Ça signifie quoi? Lorsque les musulmans sont tenus par leurs engagements, mais que lorsqu'on doit s'engager, on doit s'engager. Et c'est-à-dire remplissez fidèlement vos engagements. Mais lorsqu'on doit s'engager, on doit s'engager sur des choses claires, pas de nébuleuses, pas d'incertitude, pas de rare, pas de maïsir, pas de des choses très claires. Et à part de ce moment, on pourra appliquer la marge bénéficiaire. Ça, c'est un élément aussi extrêmement important pour comprendre ça par rapport tout simplement à ce qu'on appelle le contrat de murabaha, qui n'est rien d'autre qu'une opération. Et on peut l'appliquer. Et vous voyez, tout cela, les banques, et quasiment les banques l'appliquent à 60%. Ça, c'est un élément qu'il faudra réellement comprendre. Maintenant, le deuxième élément qu'on va voir, toujours dans les modèles de type participatif, il y a ce qu'on appelle le contrat salam. Le contrat salam, peut-être, bon, je vais terminer cela et la prochaine fois, bon, si le temps nous permet, je vais connaître les autres opérations parce que, bon, pour ne pas être trop long. Le contrat salam qui va consister, regardez, on fait un paiement au comptant, mais dont la livraison est différée. Mais les gens vont se dire, mais non, mais attends, comment on peut, parce qu'on n'avait pas, et comment on peut payer
et que la libération soit totalement différée. Et comment, par exemple, lorsque nous expliquons la fois passée, on avait dit tout simplement que non, on ne peut pas vendre quelque chose qui n'est pas présent, mais le prophète avait donné exception dans le cas de l'agriculture. Pour dire que lorsque vous concluez un contrat salam, que la quantité, que ce soit la quantité ou le volume, ça doit être défini de manière très claire. Je donne juste un exemple. Et comment on peut l'appliquer dans nos pays pauvres? C'est pour là que j'avais écrit un article où j'avais dit les 4 bonnes raisons qui expliquent ou bien qui étaient favorables à l'application de la finance islamique dans les zones, tout simplement dans nos pays pauvres. Bon, entre guillemets, en tant que tel. Et parmi ces éléments-là, regardez, nous sommes des pays qui, non seulement étant extrêmement pauvres, à revenus faibles, mais dont tout simplement le secteur tout simplement informel s'est totalement développé. Ou dont tout simplement ceux qui sont en zone rurale représentent 70%. Ça, c'est extrêmement important. Oui, maintenant, merci Lalita. Oui, est-ce qu'il existe, la question étant pertinente, je vais rebondir sur la question avant de connaître mon développement. Est-ce qu'il existe réellement une banque des banques qui respecte vraiment les normes de la finance islamique? Malheureusement, c'est là c'est une question. Et c'est là, tout simplement, on doit. Je rappelle qu'actuellement, ça a évolué au niveau en zone IMOA. Bon, depuis l'Aïwad, il avait commencé un certain nombre de travaux. Le président l'Aïwad, un travail depuis 2011 avec IFAS qui avait produit un certain nombre de rapports. Mais maintenant, ça a connu jusqu'à récemment, en mars 2018, où on a sorti un certain nombre, la Banque centrale a sorti un certain nombre d'instructions, pouvant maintenant permettre, il faut que les gens sachent cela, qu'actuellement, il est possible de faire de la finance islamique, d'avoir une institution de microfinance qui fait totalement de la finance islamique, ou bien même mix. Mais là, la sénante question, c'est quoi? C'est que réellement la question du refinancement, la banque des banques. Malheureusement, jusqu'à présent, on n'a pas cela, que les banques, que ce soit les institutions de microfinance ou bien les banques, sont obligées tout simplement de se financer auprès tout simplement, comment on l'appelle, auprès de la banque centrale, ou la banque centrale, quel que soit Alpha, applique un taux d'intérêt et ça, c'est totalement haram. Maintenant, certaines propositions sont en train d'être faites et les gens sont en train de travailler sur ça pour qu'on puisse réellement, ces institutions financières-là puissent réellement, par le biais de ce qu'on appelle des modèles de placement, lorsque une banque, c'est-à-dire le financement interbancaire, une banque, supposons CBAO fait de la finance islamique, supposons BIS fait de la CBAO a des excédents, que CBAO puisse faire des placements au niveau tout simplement de la BIS ou bien au niveau tout simplement de la EGBS et qu'on puisse prendre cet argent-là pour financer certaines activités et pouvoir permettre à la banque de s'autofinancer. Sinon, c'est une question qui est là et qui demeure et que les gens sont en train de travailler pour tout simplement essayer de voir comment ces banques-là. Maintenant, les gens ne parlent peut-être de Waqf, qu'on peut utiliser cela, peut-être on va revenir dans les autres séances, tout cela, mais ça demeure encore la question. Merci de cette pertinente question et on est en train de travailler, les gens sont en train de travailler sur ça. Il y a au conseil du Waqf, il y a tout cela, il y a promis développement de la promotion de la microfinance islamique, tout cela, mais ça demeure encore la question. Peut-être la banque, merci M. Diaby, peut-être la banque islamique de développement se devait tout simplement, la banque islamique se devait peut-être, la banque dit moi la BID, la Banque islamique de développement se devait de jouer ce rôle-là, être la mère des banques, pour pouvoir tout simplement capter, pour pouvoir tout simplement refinancer ces banques-là, sinon aucunement on ne pourra. Maintenant l'autre élément, si on parle de la relation entre les SFD, ce qu'on appelle les systèmes financiers décentralisés, et les banques de secours, que ce soit CBAO, que ce soit BIS et autres, la BIS aussi devait il y a Coris qui est arrivé, devait nouer un certain nombre de partenariats pour permettre au niveau micro, ce qu'on appelle les institutions de microfinance, de pouvoir se développer. Parce que les institutions de microfinance vont auprès tout simplement des banques de second rang pour se financer en tant que tel. Ça aussi, c'est des éléments qu'on pourra apporter par rapport à cela. Je reviens sur le salam et je termine sur ça. Et la prochaine fois, je vais connaître sur les autres. L'opération de salam, qui va consister tout simplement à quoi? Merci, M. Ibrahim. Qui va consister à quoi? Qui va consister à ce que vous allez auprès, regardez la période où on se trouve. La période tout simplement
où les gens vont se dire non, est-ce qu'on aura assez de semences ou autre pour régler ces questions, ce qu'on appelle des opérateurs économiques autres. Mais s'il y avait une banque qui se dit réellement, qui respecte les principes, la banque là pouvait commander un certain nombre de quantités, tout simplement, de production auprès, tout simplement, des cultivateurs et leur remettre l'argent, payer au comptant. La banque paye au comptant. La banque paye au comptant. Ça, c'est exception, c'est une exception. Cette exception n'est permise que dans le contrat, dans le cadre tout simplement de l'agriculture. On paye au comptant et la livraison sera différée en tant que telle. Et lorsque ces agriculteurs-là vont produire, ils vont tout simplement les quantités qu'ils avaient tout simplement demandé, que la banque avait demandé, qu'ils vont lui livrer cela. Mais je rappelle encore une fois, la quantité doit être connue et la qualité doit être connue. Même dans la théorie, si vous prenez les normes, s'il arrive que réellement un cultivateur, dans le cadre de sa production, ne parvient pas à avoir la même quantité demandée par la banque, ce cultivateur se doit de trouver ce même type qu'il avait pris l'engagement, que ce soit auprès de ses parents ou autres, et doit livrer ça tout simplement au niveau, va livrer ça à la banque parce que quoi, c'est-à-dire les musulmans sont tenus de respecter leurs engagements et le Coran dit remplissez fidèlement vos engagements. Donc on se doit de remplir ces engagements et de respecter totalement nos engagements par rapport à cela. Donc chers amis, donc il y a d'autres modèles qui restent. Et certainement, peut-être la semaine prochaine, on aura, peut-être si on a 30 minutes ou moins de ça, on pourra terminer cela. Et maintenant, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui pour ne pas être trop prolixe. Donc, ça a été un énorme plaisir, encore une fois, je le rappelle, d'échanger avec vous. Je le disais à l'Aïbamba que tout simplement, c'est une véritable école, qu'on est en train nous-mêmes de se former. Et je remercie encore mon ami Mbacké Gueye. Je remercie tous ceux qui ont eu à participer à cette rencontre-là, que ce soit à Khalifa Diaby, que ce soit à M. Ibrahim Ndiaye, que ce soit à Lali Tassal, et que réellement on est disposé toujours à communiquer, à partager ces moments-là d'échange pour que l'objectif premier, c'est que l'individu qui est au cœur tout simplement puisse être dans un bien-être, qu'on puisse tout simplement comprendre certains types, certains modèles de financement et que dans l'avenir, que nos pays puissent réellement y bénéficier, que nos pays puissent réellement développer cela parce que même dans notre manière de vivre, même dans notre socialisation en tant que tel, c'est des modèles qui sont totalement adoptés parce que nous, ce qui nous caractérise, c'est la solidarité. Nous, ce qui nous caractérise, c'est le partage, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, ce qui nous caractérise, c'est des sociétés à revenus très faibles et la banque, ces institutions de caractère à financement islamique, réellement ont de ces modèles qui pourront facilement permettre d'accompagner l'individu jusqu'à ce que l'individu puisse sortir la tête de l'eau. Donc c'était les quelques mots que je tenais à dire et je vous dis merci encore et je vous dis à la prochaine et merci de votre attention. Merci.